C'est donc une bonne transition pour changer un peu de perspective et se concentrer davantage sur les États-Unis, car certaines personnes affirment que les États-Unis sont en repli. Et vous venez d'expliquer quelles sont probablement les intentions des États-Unis. Non pas d'être un équilibriste, mais une puissance dominante, présente partout. Mais c'est un moment un peu étrange, car on voit que les États-Unis ont une politique pour l'Ukraine, une politique pour le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest, une politique concernant le génocide à Gaza et qu'il s'impose partout. Maintenant, la plus récente, c'est qu'elle s'implique au Venezuela, encore plus qu'avant, et elle menace ouvertement d'une intervention militaire. Je veux dire, elle a déjà coulé 4 navires, non? Et nous tous, vivant en Asie de l'Est et dans le Pacifique, savons bien que les discussions sur l'armement des États ici pour combattre la Chine dans une guerre ouverte sont toujours d'actualité. En même temps, pourtant, il semble que la rhétorique de Washington soit « Nous voulons nous concentrer davantage sur notre hémisphère ». Comment comprendre-la? Écoutez, je pense qu'il y a 3 volets à cette question. Le premier concerne le diagnostic américain, la manière dont l'Amérique évalue l'état du monde et sa propre position aujourd'hui. Le second découle de cela. C'est la relation entre les moyens et les fins. Quels sont ses objectifs et par quels moyens cherche-t-elle à les atteindre? Le diagnostic, à mon avis, est en pleine évolution. De toute évidence, les expériences des 10 dernières années ont produit un monde dans lequel l'unipolarité américaine approche de sa fin. Elle appartient désormais au passé, quelque chose de cet ordre. Le débat, bien sûr, porte sur l'endroit exact où nous nous situons dans cette chronologie, ce qui façonne ensuite les opinions sur ce que les États-Unis peuvent ou ne peuvent pas faire. Ainsi, tout dépend de votre diagnostic quant à vos objectifs. Mais les objectifs macro de la primauté américaine à l'échelle mondiale, être présente partout, être capable de mener 2 guerres en même temps, et pourrait-on dire, nourrir l'ambition d'en mener 3 simultanément contre des pairs, sont restés inchangés. Il est bien sûr question d'un projet de stratégie de défense mettant l'accent sur la défense du territoire national. Mais cela soulève la question non seulement des fins, car, en un sens, cela en décrit les fins, mais aussi des moyens. Et la conception américaine de ces moyens est que la meilleure défense du territoire national consiste en réalité à projeter sa puissance vers l'extérieur. Ainsi, parler simplement de la primauté de la protection du territoire national ne signifie pas nécessairement que son sens stratégique global a changé, qui reste celui de projeter sa puissance vers l'extérieur. Cela dit, elle est également confrontée à des contraintes matérielles. Elle peut encore avoir pour objectif la domination au nom de la protection du territoire national. Elle peut encore nourrir une ambition stratégique de le faire en projetant sa puissance vers l'extérieur. Mais elle ne peut plus le faire comme auparavant, car elle n'en a plus les moyens. Et elle évolue dans un environnement où ceux qu'elle considère comme ses pairs sont bien plus puissants qu'ils ne l'étaient autrefois. Alors, que fait l'Amérique? Il me semble que les États-Unis n'ont pas renoncé à l'idée d'être, au pire, le chef parmi ses pairs, n'est-ce pas? Donc, même s'ils admettent qu'il existe des égaux, ils ne se considèrent certainement pas comme un égal parmi d'autres. Ils se voient comme au-dessus de cela. Certains sont toujours plus égaux que d'autres. Et en ce sens, les États-Unis sont le Napoléon d'Orwell. En disant cela signifie qu'ils réajustent leurs ressources. Ils le font en transférant la responsabilité à des partenaires à travers le monde, en transférant la responsabilité des ressources à des partenaires à travers le monde, et ce faisant, en transférant finalement le risque à leurs partenaires dans le monde entier. To its partners around the world. It does that under the name of
Elle le fait sous la bannière de « un tel doit faire davantage pour sa propre défense ». Ils doivent dépenser plus. Ainsi, partout où les États-Unis sont allés, ils ont poussé leurs alliés à augmenter les dépenses de défense en pourcentage du PIB et, ce faisant, à acheter davantage de matériel militaire aux États-Unis. En somme, les États-Unis disent plus ou moins « à vous de prendre la charge d'être en première ligne ». Nous en avons vu un exemple, bien sûr, tragiquement, au cours des 3 dernières années en Ukraine. Et fait intéressant, je pense que cette expérience en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est en général conduit à une profonde remise en question, en particulier parmi les habitants de Taïwan. Encore une fois, ce sont des questions non résolues. Mais il est clair qu'un changement s'opère dans de nombreuses attitudes publiques, et même dans le discours des élites, concernant l'avenir de la défense de Taïwan par les États-Unis et les enseignements que nous tire l'expérience ukrainienne. De nouvelles voix émergent, affirmant plus ou moins « Nous ne voulons pas être entraînés sur le chemin fleuri de l'Asie, pour devenir, en fin de compte, l'élément sacrificiel des ambitions américaines. » Comme je l'ai dit, ces discussions restent ouvertes, mais elles n'étaient pas particulièrement présentes il y a 4 ans. Oui, oui. Et vous savez, dans notre sphère ici, dans notre coin d'Internet, comme je le dis parfois, nous analysons ce qui se passe dans ces États d'Asie de l'Est et du Sud-Est, en ce qui concerne le degré de soumission de certains États aux intérêts américains ou non. Brian Berletic a avancé un argument très important. Regardez ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé au Népal, les manifestations aux Philippines et en Indonésie. Ce sont des prolongements de l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures à travers ces réseaux d'ONG, comme on l'a déjà vu auparavant aussi en Europe. En Géorgie, qui a plus ou moins résisté, en Moldavie, qui n'a pas pu, et en Ukraine, qui n'a pas pu non plus, n'est-ce pas? Jusqu'à quel point pensez-vous que son analyse de la continuité de l'agenda et, non, pas le partage du fardeau, comme en dit-on déjà, la division du travail, oui, la division du travail, ces deux concepts, jusqu'à quel point pensez-vous qu'ils décrivent encore la politique étrangère actuelle des États-Unis? Écoutez, mon instinct me dit que la continuité de l'agenda est justifiée. Il n'y a pas vraiment eu de changement fondamental dans cet agenda. La question de la division du travail, comme j'ai essayé de l'aborder plus tôt, est un concept qui, à mon avis, mérite d'être davantage approfondi, car cette division du travail prend des formes très particulières, soit en transférant les responsabilités et les risques liés aux ressources vers les partenaires, soit bien sûr en mobilisant les réseaux d'ONG comme l'un des moyens par lesquels l'Amérique peut utiliser les ressources dont elle dispose, au nom soit de la déstabilisation des régions de ses adversaires pour gagner du temps, soit pour d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans ces démarches, c'est qu'elles ne sont pas sans conséquences. À mesure que les États-Unis transfèrent la responsabilité à leurs partenaires ou insistent pour que ces partenaires assument davantage de ressources, de responsabilités et de risques, cela ouvre également un espace dans lequel certains partenaires ou alliés verront à la fois un risque et une opportunité. Je pense par exemple au Japon, qui a, selon moi, perçu cette réévaluation comme une petite fenêtre d'opportunité pour peut-être réaffirmer, dans une certaine mesure, un certain niveau d'autonomie japonaise. Bien sûr, tout cela comporte des contraintes. Le problème ici consiste à comprendre la nuance de ce qui se passe, car les États-Unis occupent toujours militairement le Japon et exercent d'autres formes d'influence au sein du corps politique japonais. Mais en même temps, il me semble assez clair
qu'au cours des 10 dernières années, l'élite politique japonaise a cherché à se ménager un peu plus de marge de manœuvre, pour ainsi dire. Et à mesure que l'Amérique, d'une certaine façon, transfère des responsabilités à d'autres, cela constitue aussi une invitation pour ces derniers à occuper davantage l'espace que les États-Unis occupaient autrefois. Il y a donc, pour ainsi dire, certains inconvénients potentiels à long terme pour l'hégémonie américaine, car plus on donne de pouvoir à ses partenaires pour agir, moins ils ont besoin de vous à un moment donné. Oui, c'est assez drôle. Tu sais, c'est arrivé en 2023, non? Le Japon a dit, d'accord, nous allons augmenter nos dépenses de défense de 1 à 2% et nous allons développer des capacités nationales, et ainsi de suite. Cela a été universellement salué aux États-Unis, comme enfin, le Japon se transforme de bouclier en lance, un meilleur allié et tout ça. Et je me suis simplement dit que vous interprétiez un peu mal la situation, parce qu'au Japon, il y a essentiellement deux groupes. L'un qui dit qu'il faut plus de dépenses militaires pour mieux soutenir les États-Unis, et l'autre qui dit qu'il faut plus de dépenses parce qu'on ne peut plus faire confiance aux États-Unis. Ce ne sont pas des partenaires fiables. Tous deux s'accordent à dire « D'accord, nous avons besoin d'un peu plus de capacité nationale. » Alors ils développent cela. Quelle voie des deux sera empruntée? Nul ne peut le dire. Mais une chose est claire, le Japon a ses propres priorités nationales bien réelles. Et l'une d'elles consiste, par exemple, à éviter une guerre à propos ou autour de Taïwan, car ce serait le pire scénario pour Tokyo. Ils vont donc s'y opposer activement, ce qu'ils font déjà à travers leur politique étrangère, en essayant au moins de maintenir des échanges avec le ministère chinois de la Défense et en conservant une relation de travail qui fonctionne plutôt bien. Oui, et regardez, je pense que si nous ajoutons la République de Corée à l'équation, nous avons également une population sur la péninsule coréenne qui doute désormais fortement de la volonté de l'Amérique de venir à la défense de la République de Corée, le moment venu. À tel point que, bien sûr, en Corée du Sud, il existe des voix importantes réclamant la nucléarisation du pays. Et je sais aussi qu'au Japon, bien sûr, certaines voix s'expriment dans le même sens. Évidemment, dans le cas du Japon, cette question comporte ses propres sensibilités, et pas des moindres. Mais il est clair qu'un doute s'est installé quant à la fiabilité des États-Unis, ouvrant un espace qu'il n'est plus si facile de refermer. Ainsi, même s'il y a une continuité dans l'agenda, le fait que les États-Unis n'aient plus tout à fait les moyens de le mener comme auparavant signifie que le lien entre leurs moyens et leurs objectifs s'est rompu. Et en devant créer ces autres structures, que ce soit le Quad ou les relations entre les Philippines, le Japon et les États-Unis, ces mini-alliances forment un réseau qui reflète en réalité une certaine fragilité dans la projection américaine dans la région, ainsi qu'une ouverture d'espace où les pays se sentent hésitants et inquiets. Mais c'est aussi un espace où ils peuvent explorer des moyens de répondre à leurs propres besoins. La conséquence de cela reste entièrement ouverte. Il n'y a ici aucun résultat déterministe. Mais le Japon, les deux Corées, la Chine et bien sûr la Russie, dans cette partie nord-est de l'Asie, ont toutes de très bonnes raisons de chercher à élaborer une issue sécuritaire significative. En reconnaissant que parmi ces 5 pays, 3 disposent de capacités nucléaires et que les 2 autres dépendent d'une autre puissance nucléaire située très loin. Et la crédibilité de cette dissuasion reste une grande inconnue. Je pense donc que dans les 10 à 15 prochaines années, à condition que nous tenions jusque-là, nous allons assister à beaucoup plus de discussions sur ce à quoi ressemblera la sécurité en Asie du Nord-Est dans un monde post-américain. Et ces pressions peuvent mener dans toutes sortes de directions. Cela poussera-t-il les États-Unis à vouloir s'imposer et réaffirmer leur position?
par exemple au Japon, ou bien les États-Unis, en raison d'un affaiblissement matériel progressif, devront-ils finalement se recalibrer, faire un nouveau pas en arrière et tenter de trouver un moyen de maintenir leur influence sans être aussi puissamment projetés dans la région? À mon avis, une chose qui a changé de manière assez spectaculaire par rapport à, disons, il y a 40 ans, revenons aux années 980, c'est que, comme vous l'avez dit auparavant, il y avait alors une forte adhésion au système mis en place par les États-Unis. Et je veux dire, d'accord, du point de vue japonais, les années 1980 n'étaient pas idéales à cet égard, car les États-Unis exerçaient une forte pression sur le Japon. Un peu comme ils le font aujourd'hui sur la Chine, bien que, dans le cas de la Chine, ce soit beaucoup plus excessif. Mais les Japonais ont connu une expérience similaire. Pourtant, même à ce moment de forte pression américaine pour s'imposer des restrictions à l'exportation, les États-Unis conservaient toute leur puissance culturelle. Et vous savez, les gens voulaient en faire partie, pour avoir accès à la musique, à tout cet engouement pour le soft power, les jeans et tout le reste, qui avait encore de l'importance. Mais aujourd'hui, beaucoup de nouveaux espaces s'ouvrent, n'est-ce pas? On le voit aussi dans le domaine culturel. Les gens s'intéressent à la culture coréenne, mais aussi à la culture chinoise, à de nouveaux partenariats. Et les États-Unis, plus ils essaient de se montrer forts, plus ils finissent par paraître agressifs et sont perçus comme tels. Avez-vous un avis sur la façon dont ça transforme cet espace? Oui, voyez-vous, il y a aujourd'hui une génération. Vous savez, nous sommes à 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'une certaine manière, nous en sommes à la 3e ou 4e génération d'après-guerre. Des générations qui ont une perception très différente de leur identité. Si l'on regarde les Chinois nés après l'an 2000, ils ont une expérience culturelle et matérielle de la vie tout à fait différente. Ils ont grandi pendant une période de transformation considérable et d'amélioration du bien-être matériel. À tel point que, bien sûr, ils sont beaucoup plus conscients des réalisations de la Chine et ont, dans ce cadre, redécouvert le patrimoine chinois à travers un regard contemporain. Ainsi, ce sentiment de nationalisme, qui bien sûr est une arme à double tranchant, comme nous le comprenons, est devenu plus marqué. Je pense que nous le voyons aussi en Corée, au Japon et dans d'autres régions d'Asie, où 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être 6 ou 7 décennies après la fin du colonialisme, officiellement, nous commençons à voir des pays prendre conscience qu'ils ont beaucoup à apporter par eux-mêmes. Et peut-être que l'expérience propre de la Chine dans sa croissance et sa capacité désormais à se tenir fermement face à la pression américaine donne un certain courage à d'autres pour qu'ils apportent le meilleur d'eux-mêmes à la table. Et je le constate partout en Asie du Sud-Est lorsque je voyage, que ce soit dans la mode, la gastronomie, le divertissement, le cinéma, les émissions de télévision ou la littérature. Je pense qu'il y a un renouveau des formes culturelles locales ou autochtones qui font partie intégrante de la mondialisation 2.0. Ce ne sont donc pas des replis autarciques, n'est-ce pas? C'est en réalité une expression de la souveraineté nationale et civilisationnelle dans le contexte d'une citoyenneté mondiale. Et je trouve que c'est une combinaison tout à fait profonde. En un sens, c'est en réalité un processus que j'aime. Pour être un citoyen du monde, un Indonésien n'a plus besoin de faire semblant d'être un New-Yorkais. On peut être un Jakartanais fier et être tout de même reconnu par tous les autres, par quelqu'un à Moscou, quelqu'un à Pékin, comme faisant partie de notre mondialisation commune, à notre manière.
Oui. Et regardez, je pense que c'est le défi auquel nous sommes désormais confrontés, n'est-ce pas? Comment traverser cette phase de différence, où l'hégémonie culturelle, sociale, économique, financière et la primauté militaire cèdent la place à la pluralité, et où cette pluralité, à l'échelle internationale, peut s'épanouir de manière cohérente plutôt que divisive. C'est là tout l'enjeu, car au niveau national, nous voyons par exemple aux États-Unis la pluralité, en particulier la pluralité culturelle, être présentée comme la source d'une menace pour l'américanité et pour la cohésion américaine en tant que culture et en tant que nation. Et quelles que soient les menaces ainsi définies, l'ennemi intérieur, comme on les appelle désormais, elles sont ciblées comme des menaces pour la civilisation américaine elle-même. L'Amérique se débat donc aujourd'hui avec cette idée de pluralité au sein de sa propre structure politique. Le monde dans son ensemble peut-il trouver des moyens d'embrasser la pluralité tout en permettant à cette pluralité de nous conduire vers des formes plus constructives et positives d'engagement international et interculturel? Ou cela devient-il à nouveau la base de fractures et de guerres? J'espère que c'est la première option. Je pense, tu sais, que je suis modérément plein d'espoir, sinon toujours optimiste, que la plupart des pays comprennent intuitivement comment cela fonctionne. C'est comme, Pascal, ils ont des siècles d'expérience vécues sur lesquelles s'appuyer. C'est vrai, il y avait par exemple une Asie avant les Européens. Il y avait un monde avant l'hégémonie américaine. Et ces mémoires culturelles profondément ancrées sont inscrites dans les manières dont les peuples, au fil des siècles, ont interagi les uns avec les autres. C'est une ressource sur laquelle nous sommes tous pébles. Warwick, il faut que tu m'expliques ça. Je veux dire, avant que les Européens ne découvrent l'Asie, comment quelqu'un aurait-il pu en avoir connaissance? Je suis désolé. Vous savez, je veux dire, ce genre d'état d'esprit, je ne plaisante pas, existe encore. C'est ce genre de choses qui me frustre vraiment avec les Européens. Mais peut-être juste pour conclure, je suis d'accord avec vous. Les dangers sont là, mais les opportunités aussi. L'une des choses qui me dérange beaucoup, c'est quand je pense au nombre d'exemples que nous avons, même dans l'histoire récente, de sociétés multiculturelles et pluralistes qui se sont soudainement, ou du moins en apparence, fracturées. La Yougoslavie, une guerre horrible. Vous aviez ce schéma européen, vous savez, la façon dont l'Autriche-Hongrie et d'autres se sont désintégrés. Le continent eurasien raconte une histoire continue, de Portugal à Vladivostok, Pékin et Singapour, faite en quelque sorte de pluralisme, et jusqu'à l'Indonésie aussi, n'est-ce pas? Tous les 20 ou 30 kilomètres, les dialectes commencent à changer. Et parfois, ça se passe bien, mais d'autres fois, cela peut exploser de l'intérieur. Je veux dire, l'Union soviétique a explosé à cause du nationalisme. Les Russes voulaient s'en aller. Alors, comment évaluez-vous la menace que ce pluralisme déraille à nouveau, au point de se transformer en un nationalisme toxique qui détruit les communautés ayant autrefois vécu ensemble? Écoutez, c'est une possibilité réelle, n'est-ce pas? Vous savez, la multipolarité. Les bonnes choses peuvent devenir mauvaises, et les mauvaises peuvent devenir bonnes. La multipolarité, en elle-même, peut en réalité contenir les germes d'un chaos et d'une destruction incroyable, tout en offrant en même temps l'espoir d'un avenir plus prospère et plus pacifique. Donc, en soi, elle demande du travail. Maintenant, comment y parvenir? Eh bien, c'est là que réside la part consciente, n'est-ce pas? Il s'agit d'apporter quelque chose à la table, d'être perpétuellement et consciemment attentif au fait qu'il y a une finalité aux actions entreprises par les États, lesquelles ont des conséquences. Et si nous faisons de la paix, de la stabilité et de la prospérité des objectifs existentiels importants et en réalité primordiaux,
Alors, tout ce que nous faisons doit être calibré en fonction de ces objectifs. Les dirigeants des pays, tout comme les citoyens, doivent constamment se demander « Cela contribue-t-il à une stabilité, une paix et une prospérité plus durables, ou bien posons-nous les bases d'un risque, d'une incertitude et d'une violence accrue ?» Je pense que les pays capables de faire preuve de retenue dans leurs relations mutuelles. Eh bien, je reviens à l'expérience de l'ASEAN. De nombreux observateurs occidentaux, au fil des décennies, ont été très critiques envers l'ASEAN, la jugeant inefficace, lente, lourde et tout ce genre de choses. Mais regardez comment on a réussi à faire en sorte qu'une telle diversité de cultures et de peuples puisse s'en sortir, coexister et accomplir des choses ensemble. Oui, bien sûr, c'est plus lent que lorsque quelqu'un arrive, assène un coup sur la tête de quelqu'un d'autre et dit « Voilà ce que tu vas faire », en imposant une réponse ou une solution d'en haut. Mais c'est bien plus durable lorsqu'il y a une adhésion collective. Cela demande du temps et des efforts. Cependant, et je pense que si nous pouvons apporter plus consciemment ce type d'esprit à la table, alors la multipolarité, la multinodalité, ou quel que soit le nom que nous donnerons à ce monde, est quelque chose avec lequel nous pouvons travailler et à quoi nous pouvons contribuer. Cela ne va pas se produire miraculeusement, et cela implique d'ajuster notre comportement d'une manière peut-être plus diplomatique, disons-le ainsi, en comprenant réellement qu'il faut laisser à chacun un espace pour bouger et ne pas être acculé dans un coin, que ce soit par un sentiment d'humiliation, de privation ou autre. Ce sont des choses difficiles à faire, mais si l'on n'en tient pas compte dès le départ dans son environnement d'action, on restera toujours aveugle au fait que ce que l'on fait pourrait en réalité mener au chaos. Et c'est, je pense, et regardez, je pense que le cas de l'Ukraine en est un excellent exemple, que l'expansion orientale de l'OTAN, oui, bien sûr, c'était faisable. Vous savez, nous l'avons vu. L'Occident collectif après 1991, était irrésistible. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il y avait des gens avisés à l'époque qui disaient aussi « Faire cela simplement parce que nous le pouvons ne signifie pas que ce soit vraiment une bonne idée. » Et donc, ce contre quoi nous allons devoir lutter, c'est cette idée que, simplement parce que certaines choses peuvent être faites, c'est la retenue qui, je pense, déterminera dans quelle mesure nous tirerons le meilleur parti de ces changements ou si nous finirons dans une période de conflit prolongé. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je pense que soutenir les voix qui appellent à la retenue et à la prudence n'est pas une mauvaise chose. Ulrich, merci beaucoup pour cette excellente intervention, à la fois large et approfondie. Pour les personnes qui souhaitent te suivre, je suppose que je vais les orienter vers Substack, car tu as un Substack formidable que j'apprécie vraiment. Tu offres toujours d'excellentes analyses et des données pertinentes. Y a-t-il un autre endroit où les gens peuvent te retrouver? Écoute, je fais ma propre petite chaîne, mais c'est une chaîne où j'essaie d'intégrer des voix asiatiques, en particulier dans le récit. Donc, TO Talks avec Warwick Powell. Ce serait sympa que les gens y passent de temps en temps. Je ne fais qu'une émission par semaine, donc je suis loin d'être aussi productif ou prolifique que toi. Mais Substack est probablement un excellent endroit pour que les gens suivent les sujets qui me préoccupent et que j'essaye de comprendre moi-même. Tout le monde, allez jeter un œil à la chaîne YouTube de Warwick Powell, à sa page Substack et à son compte X. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. En fait, j'ai vu que YouTube propose une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des collaborations et d'être tous les deux listés comme chaîne. Essayons ça, relions-nous et voyons où cette vidéo nous mène. Très bien, Warwick. Merci beaucoup.
Un plaisir absolu encore une fois, Pascal.